Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Tout d'abord, si vous n'êtes pas au courant, j'ai sorti une formation sur la gestion des émotions, une formation sur la maîtrise de son monde intérieur, une formation intitulée Libération émotionnelle. Pour plus d'informations, et notamment pour comprendre l'intérêt que ça a, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description ou le lien dans le commentaire épinglé. Dans l'épisode que vous écoutez en ce moment, je vais reprendre ce que j'ai commencé à expliquer dans le précédent épisode à propos de l'auto-tromperie et du voilage de face vis-à-vis de notre santé. Pourquoi ça peut arriver que notre cerveau nous empêche de réaliser nos problèmes de santé? Pourquoi, plus globalement, notre cerveau a tendance à cacher, éloigner et supprimer le négatif de notre conscience? En gros, je vous disais que ce n'est pas seulement pour préserver notre confort intérieur et notre estime de soi. Non, c'est avant tout pour maintenir une image positive et attractive auprès des autres, afin de donner l'illusion aux autres que tout va bien pour nous, qu'on est un bon élément. On se trompe soi-même pour mieux tromper les autres. Autrement dit, c'est tellement important biologiquement de renvoyer une image positive aux autres que notre cerveau va jusqu'à nous manipuler et même nous saboter pour cacher le négatif qui nous concerne. Comme ça, si nous-mêmes on n'est pas conscient du négatif qui nous concerne, on a moins de chances de le révéler aux autres. Et du coup, au contraire, dans cette logique, on va faire en sorte de montrer aux autres du positif, même si ce positif ne reflète pas vraiment ce qu'on est authentiquement. Encore une fois, on se trompe soi-même pour mieux tromper les autres. Pour rappel, je vous avais donné dans l'épisode précédent l'exemple de la queue du paon, qui est un handicap pour sa survie, mais qui lui permet de signaler aux femelles des choses positives. De la même manière, la logique est similaire avec les chaussures à talons. Ce n'est pas confortable et pratique du tout, les chaussures à talons. C'est un handicap, mais ça permet de se mettre en valeur auprès des autres, ou tout du moins d'attirer positivement l'attention d'un point de vue sexuel. Ne serait-ce que de l'amorcer en fait. Et du coup, le voilage de face vis-à-vis de nos problèmes de santé, il rentre dans la même catégorie. C'est un handicap qui permet de nous mettre en valeur auprès des autres, de signaler aux autres que tout va bien. Bref, mais cela étant dit, je tiens à préciser que ce genre de dynamique d'auto-tromperie est davantage contre-intuitif à se handicaper soi-même. Ça ne se réduit pas au cadre des dynamiques sexuelles. Prenons par exemple ce qui est appelé, dans la théorie des jeux, le jeu de la poule mouillée, également appelé parfois le bras de fer. Le nom de poule mouillée trouve son origine dans un jeu dans lequel deux pilotes de voiture se rapprochent l'un de l'autre sur une trajectoire de collision. L'un au moins doit s'écarter, sinon les deux peuvent mourir dans l'accident. Mais si l'un des pilotes fait un écart et l'autre pas, celui qui s'est écarté a perdu le jeu et est alors appelé poule mouillée, dans le sens de lâche ou de froussard. Le principe de ce type de jeu est que s'il est avantageux pour l'un des deux joueurs qu'un joueur cède, le choix optimal de l'autre joueur dépend de ce que fait son adversaire. Si l'adversaire cède, il ne devrait pas le faire. Mais si au contraire, l'adversaire ne cède pas, le joueur devrait céder. Et c'est là qu'on en vient aux mind games et à la tromperie. En effet, pour gagner le jeu, le but, ça va être en quelque sorte de bluffer. De faire en sorte de donner le plus possible l'apparence qu'on est déterminé, et donc que l'autre devrait céder. Autrement dit, le but, ça va être de tromper l'autre. Mais du coup, si on pousse cette logique à son maximum, pour maximiser notre capacité de tromper l'autre, pour maximiser l'apparence qu'on est déterminé, au bout d'un moment, il devient avantageux de se handicaper soi-même, de s'auto-saboter, de limiter ses possibilités. En effet, quand tu joues à ce jeu, plutôt que de bluffer et faire croire à ton adversaire que tu es un fou et que tu ne vas jamais dévier de la trajectoire, et donc qu'il a clairement intérêt, lui, à dévier, parce que toi, tu vas pas le faire, plutôt que de t'embêter à lui faire croire ça, alors que c'est même pas garanti que ça va marcher, et qu'il aura plus de doute, tu peux retirer le volant de ton véhicule et le balancer dehors, en montrant bien à ton adversaire que tu n'as plus de volant. Là, si tu fais ça, ton adversaire saura que tu peux pas être en train de bluffer. Ses doutes vont disparaître. Parce que tu ne peux vraiment plus dévier, même si tu le voulais.
Et là, à moins que ton adversaire veuille mourir, il est extrêmement probable que lui va dévier. Autrement dit, dans ce genre de jeu, tu peux augmenter tes chances de convaincre ton adversaire, et donc de gagner, si tu te sabotes par rapport à si tu ne te sabotes pas. Assez fou, mais pourtant logique quand on y réfléchit, étant donné la nature du jeu. Et le jeu de la vie, et notamment le jeu de la vie humaine, fait partie d'une famille plus large de jeux de ce type. Les jeux à motivation mixte, ou plus abstraitement les jeux à somme variable, tels que le fameux dilemme du prisonnier. C'est-à-dire concrètement, ni la famille des jeux purement coopératifs, ni la famille des jeux purement compétitifs, mais un mix des deux, dans lesquels il y a des intérêts à coopérer et des intérêts à être en compétition. Bref, dans ce genre de jeu, il est mathématiquement essentiel, pour maximiser ses avantages et tirer parti des possibilités, de jouer à des mind games de ce genre. Il est même mathématiquement essentiel de s'auto-duper pour maximiser ses avantages. Dit autrement, quand il y a dans un jeu des avantages à tromper les autres, il y a automatiquement des avantages contre-intuitifs à se tromper soi-même pour encore mieux tromper et influencer les autres. Et plus que ça, dans ce genre de jeu, les participants qui ne jouent pas consciemment ou inconsciemment à ce genre de mind games, ou qui refusent d'y jouer, ils seront mathématiquement en désavantage par rapport à ceux qui y jouent. Ils auront de moins bons résultats en termes purement évolutifs. Ils vont se fermer des portes et ou se rendre la tâche plus difficile. Autrement dit, l'évolution n'a aucun intérêt à ne pas développer d'organismes fondamentalement taillés, inconsciemment, pour jouer à ces jeux de duperie. Ce qui veut dire des organismes qui s'auto-trompent. Parce que les organismes qui ne jouent pas naturellement et inconsciemment à ces jeux de duperie, ils vont pas exploiter ce potentiel stratégique. Et donc vont moins avoir d'influence positive, vont moins se reproduire, et progressivement se faire éliminer par la sélection naturelle. C'est une sorte de cercle vicieux. À partir du moment où tout le monde joue à ce jeu, si toi tu ne joues pas à ce jeu, tu es mis hors circuit. Ce qui est un peu réminiscent des dynamiques sur Internet. À savoir que si, en tant que créateur de contenu, tu ne joues pas un minimum au jeu du marketing et du putaclic, tu te mets en désavantage. Tu te rends la tâche plus difficile, voire tu te mets hors circuit. Parce que tout le monde joue au jeu du marketing et du putaclic. Étant donné la façon dont l'attention des gens fonctionne, ils ne vont pas voir ton contenu, ils vont aller voir ailleurs. Et donc les algorithmes ne vont pas recommander ton contenu. La loi de l'offre et la demande, en quelque sorte. Sauf que dans le cas de l'auto-tromperie, notre cerveau fait automatiquement en sorte de s'aligner avec ce qui donne des avantages vis-à-vis du public. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout conscient, raisonné, ni calculé. Contrairement au marketing. On ne réalise même pas qu'on le fait en fait. On pourrait dire que c'est une forme de marketing biologique et inconscient qui s'est développée avec la sélection naturelle afin que l'on se vende le mieux possible aux yeux des autres. Et surtout afin qu'on cache le négatif associé à notre produit. Parce qu'encore une fois, mathématiquement, il y a des avantages à manipuler et exploiter la façon dont les autres vont nous percevoir. Et le meilleur moyen de faire ça efficacement, c'est d'avoir un cerveau qui nous manipule nous-mêmes pour que rien ne trahisse notre crédibilité. Autotromperie et théorie du complot. D'ailleurs, je vais pas développer ça beaucoup dans cette vidéo, mais je pense que cet avantage mathématique de l'autotromperie, qui est pris en compte dans notre ADN, il est crucial pour expliquer le développement d'idéologies assez radicales dans les sociétés, et notamment tout ce qui est théorie du complot. Parfois, en constatant les théories du complot, on peut sérieusement se demander comment c'est possible de croire à ça et de se voiler la face à ce point-là. Mais en prenant en compte les avantages contre-intuitifs de l'autotromperie, ça fait davantage sens. Notamment car l'autotromperie est essentielle aux dynamiques de tromperie collective et des avantages qui viennent avec la tromperie collective. Typiquement, pour qu'un groupe A gagne une guerre contre un groupe B, c'est avantageux pour le groupe A de déshumaniser et démoniser le groupe B, ainsi que d'avoir des bonnes raisons de vouloir l'éliminer. Ça va maintenir la motivation et retirer les scrupules. Ça va justifier l'engagement. De la même manière, dans le cas des religions notamment, si une croyance non fondée est importante pour la structure et la cohésion du groupe, alors c'est collectivement avantageux que tous les membres du groupe
croient quasi aveuglément à cette croyance, de sorte à lui donner une autorité et une preuve sociale. Et si vous avez déjà écouté mes vidéos et articles sur la matrice de la perception existentielle, vous comprendrez que l'autotromperie s'étend bien au-delà des constructions sociales, comme la religion. L'ego lui-même est une forme fondamentale d'autotromperie permettant une tromperie collective qui structure l'existence. Une sorte d'intime conviction sans réel fondement, mais qui a un impact énorme sur la façon dont la vie fonctionne. Pour résumer plus abstraitement, le principe biologique et évolutionnaire de l'autotromperie, qui vaut à la fois individuellement et collectivement, c'est que l'on peut glaner différents avantages à ignorer des informations critiques à propos de la réalité, et à croire des faussetés facilement réfutables, ainsi qu'à faire la promotion publique de notre pensée distordue à propos de la réalité. Ce qui est pourquoi, au passage, la plupart des religions ont une forte composante publique, ainsi qu'une forte composante de prosélytisme, avec tous les prêcheurs, les missionnaires, etc., qui vont coloniser le cerveau des autres. Et encore une fois, j'insiste sur la base individuelle. Avec la religion, les dynamiques collectives sont assez évidentes, mais il ne faut pas oublier qu'en général, une fois installés, les systèmes religieux sont extrêmement profitables à une minorité de personnes. Les personnes qui sont en haut de la pyramide. Et c'est la même chose pour les têtes de file de la pensée complotiste. En général, ils font marcher un business très juteux grâce à ça. Et au-delà du business, socialement, on peut accumuler beaucoup d'influence en se voilant la face d'une manière particulière. On peut devenir une mini-star. Biologiquement, l'influence est une forme de ressource. Et par conséquent, quelque part, ça serait con d'un point de vue purement biologique de ne pas exploiter ces niches accessibles grâce à la tromperie. L'évolution est aveugle et amorale. Donc, ce n'est pas un souci pour elle. Si mathématiquement il y a des avantages à suivre un chemin, elle va pas s'empêcher de l'exploiter. Bref, après, pour en revenir au complotisme, je pense surtout que ces mouvements radicaux sont une illustration de l'influence centrale et pervasive de l'autotromperie et de l'exploitation qui va avec, plutôt que d'être quelque chose à part. Ce sont des sortes d'extensions de l'application de ce principe. Le principe que l'on peut glaner des avantages sociaux, de l'influence, etc., à ignorer des informations critiques à propos de la réalité, et à croire des faussetés facilement réfutables, ainsi qu'à faire la promotion publique de notre pensée distordue à propos de la réalité. Avantages qui existent parce que les autres ont une théorie de l'esprit, et que l'on peut pirater à notre avantage cette théorie de l'esprit. Consciemment et surtout inconsciemment, encore une fois. Pirater et exploiter la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, en gros, c'est la capacité de prendre la perspective d'un autre esprit, de comprendre ses intentions, de représenter ce qu'on pense qu'il sait, ce qu'on pense qu'il sait qu'on sait, ce qu'on pense qu'il ne sait pas qu'on sait, etc., etc., etc. La théorie de l'esprit permet notamment de concevoir et détecter les mensonges. Par exemple, si quelqu'un crée un mensonge pour cacher qu'il n'a pas confiance en lui, on va probablement pouvoir le détecter avec notre théorie de l'esprit. Et du coup, le meilleur moyen de pirater la théorie de l'esprit des autres, c'est en gros de pirater son propre esprit, de sorte à n'avoir rien à cacher aux autres, de sorte à ne pas avoir à mentir pour manipuler les autres, de sorte à tirer parti de la façon dont la théorie de l'esprit des autres fonctionne. Si vous voulez, c'est un peu comme si pour ne pas déclencher un détecteur de mensonges ultra puissant, on pouvait se laver le cerveau pour authentiquement remplacer la vérité par un mensonge. Du coup, le détecteur de mensonges ne pourrait rien détecter, puisque ce n'est plus vraiment un mensonge pour nous, c'est juste la vérité. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans des épisodes précédents, nos cerveaux sondent énormément de signaux pour inférer de manière rapide à la fois la valeur des autres, mais aussi ce qui se passe dans leur tête. On privilégie les raccourcis et les signaux honnêtes. Par exemple, si une personne expose son plan avec une confiance honnête, plutôt que de vérifier son plan, on va inférer que son plan est rodé parce qu'elle l'expose avec une confiance qui paraît vraiment authentique. Du coup, si on veut faire bonne impression et convaincre les autres, c'est beaucoup plus efficace et naturel de soi-même se voiler la face plutôt que de mentir en toute conscience.
C'est beaucoup plus efficace et naturel de négliger inconsciemment les problèmes, les failles et les aspects douteux de notre plan, de sorte à envoyer sans aucun effort les bons signaux qui vont être sondés par les systèmes perceptifs et la théorie de l'esprit des autres. Parce que du coup, on n'a qu'à exprimer notre vérité, sans rien changer. Il n'y a aucun effort à faire. Le coût en énergie est infiniment plus bas que le coût en énergie pour maintenir une fausse façade consciente. Et étant donné que la facilité et la préservation de l'énergie sont importantes pour l'évolution, eh bien, logiquement, le développement de cette stratégie est privilégié. Par exemple, admettons qu'on te mette face à un lion qui est attaché. Si tu veux impressionner les autres et véhiculer de la confiance face à ce lion, tu pourras faire genre que tu n'as pas peur, malgré ta conscience justifiée du danger. Mais bon, comme tu as conscience du danger, ça sera vraiment difficile de rester cool. Il y a différents signaux corporels qui vont probablement trahir de la tension en toi. Le meilleur moyen de faire croire aux autres que tu n'as pas peur face à ce lion, c'est de vraiment être inconscient du danger. De croire que c'est juste un petit chaton. Et par conséquent, de n'avoir aucune raison d'avoir peur. Donc, encore une fois, on se trompe nous-mêmes pour mieux tromper les autres. On se voile la face pour conditionner à notre avantage la façon dont les autres nous perçoivent. Pour les manipuler sans même s'en rendre compte. Et le pourquoi du comment ça se fait automatiquement à notre insu, sans qu'on s'en rende compte, c'est parce que dans l'ensemble, c'est avantageux d'un point de vue évolutif que ça se fasse plutôt que ça ne se fasse pas. Et que ça se fasse comme ça plutôt que d'une manière différente. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que ça vaut seulement à cause de la théorie de l'esprit, ou tout du moins à cause de la considération de l'aspect mental. Par exemple, si tu te dresses face à un agresseur qui arrive vers toi, ben mentalement, ça va pouvoir l'influencer et le faire reculer, le faire douter. Par contre, si tu te dresses face à une tornade qui arrive vers toi, ben ça va pas l'influencer. Parce que l'agresseur a une théorie de l'esprit. Il va prendre en compte ton état mental. Alors que la tornade, non. La tornade, elle n'a pas de mental. Et elle n'a pas non plus de conception de ton mental à toi. Bref, du coup, en gros, dans le développement biologique, il y a une escalade d'un point de vue de la sélection sexuelle, ou plus largement, de l'influence sociale. D'un côté, la sélection sexuelle drive le développement de systèmes perceptifs permettant d'évaluer et de discriminer la fitness des autres, afin de s'associer avec les bonnes personnes, de s'accoupler avec un bon porteur de gènes, d'éviter les mauvaises personnes, etc., etc. Ce qui fait qu'on est constamment en train de faire des évaluations de fitness, constamment en train de jauger si l'autre a de bons gènes ou pas, constamment en train de scanner et détecter les alphas et les bêtas en gros, pour filtrer le positif et le négatif, pour ne pas passer à côté et rater un signal important. Pour simplifier, on va appeler ces systèmes des détecteurs de valeur. Et du coup, en réponse au développement des détecteurs de valeur, la sélection sexuelle drive également en parallèle le développement de systèmes pour manipuler les signaux émis qui seront perçus par les détecteurs de valeur. Des systèmes pour faire en sorte que l'image que l'on véhicule s'aligne avec la discrimination positive des détecteurs de valeur, pour que l'on soit au maximum filtré positivement et non négativement. On va appeler ces systèmes des brouilleurs de valeur, ou des trompeurs de valeur. Et encore une fois, je précise que tout ça va au-delà de la sélection sexuelle pure. Ça concerne plus largement l'influence sociale. Par exemple, ça concerne également l'évaluation des personnes et des groupes avec lesquels s'associer. On va chercher à s'associer avec des personnes qui paraissent être solides et sûres d'elles, des personnes qui vont nous apporter des avantages. Et on va éviter les personnes qui semblent douteuses, qui semblent pessimistes, qui semblent faibles, etc., etc. À savoir les personnes qui vont nous handicaper. Il y a juste à voir comment se déroule la composition des équipes dans les jeux de sport, dans les émissions de télé, etc. Les éléments perçus comme apportant le plus d'avantages sont sélectionnés en premier, et les éléments perçus comme apportant le plus de handicap sont sélectionnés en dernier. C'est souvent assez évident. Et du coup, nous aussi, inconsciemment, pour mieux s'intégrer et éviter d'être rejetés par les autres, on va se voiler la face et maintenir une façade dont on est inconscient que c'est une façade.
pour maximiser nos chances, pour maximiser nos ouvertures. Et donc, pour en revenir aux émotions et à notre santé mentale, c'est parce que biologiquement, on joue à ce petit jeu à la con, à ce jeu de dupe, que c'est assez tabou de parler de nos émotions négatives. Parce qu'automatiquement, parler de nos émotions négatives, ça nous fait paraître faibles, ça casse notre image. Du coup, on n'en parle pas vraiment. Et on fait comme si tout allait bien. On est vraiment nul en tant que société pour avoir une bonne économie émotionnelle. Une économie émotionnelle saine. On préfère prescrire en douce des antidépresseurs pour maintenir la façade. Tout ça. Et je pense que l'une des causes racines de tout ça, c'est ce putain de jeu de dupe qu'on est forcé à jouer par notre ADN. C'est pas juste du conditionnement social, c'est de l'inclination biologique. Le fait qu'on ne parle pas de nos problèmes émotionnels, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Avant ça, notre cerveau nous pousse à ne pas exprimer notre mal-être à travers le langage du corps. Et avant ça encore, notre cerveau nous pousse à ne pas réaliser notre mal-être et nos problèmes émotionnels. Et je précise que même si le but final, c'est de préserver une façade sociale, il faut bien comprendre que ces systèmes ne se désactivent pas quand on est tout seul. Non, ils sont toujours actifs. Ce n'est pas situationnel. On peut être des épaves émotionnelles, on peut se diriger vers un gouffre, et en même temps se voiler la face pendant super longtemps. Jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, on ne puisse plus se voiler la face. Encore une fois, se bercer d'illusions ne change pas la réalité. Et tu peux être sûr que tôt ou tard, la réalité te punira de l'avoir dénié. L'auto-tromperie, elle a ses avantages, mais elle a surtout ses limites. Même si encore une fois, l'auto-tromperie est tellement profonde qu'il y a plein de gens qui se retrouvent en dépression sans vraiment réaliser pourquoi. Et du coup, ça leur semble logique de prendre des antidépresseurs, parce qu'ils voient pas d'autre explication qu'un déséquilibre chimique. Pour eux, tout va bien, ils devraient être heureux. Autrement dit, ce n'est pas juste du voilage de face délibéré et conscient. C'est avant tout du voilage de face involontaire et inconscient. Donc, peut-être que vous croyez authentiquement que vous n'avez pas besoin de faire un travail interne, que vous n'avez pas besoin de ma formation sur la maîtrise émotionnelle, alors qu'en fait, vous en avez besoin. C'est juste que votre cerveau vous cache la réalité. Bon après, je vais pas vous bullshiter. C'est possible aussi que vous pensez que vous n'avez pas besoin, et que c'est vrai, vous n'en avez vraiment pas besoin. Parfois, notre cerveau nous cache des choses, et parfois non. L'autre piège, justement, c'est d'entrer dans ce que j'appelle de la paranoïa conspirationniste vis-à-vis de ce qui se trame en nous. C'est-à-dire de s'imaginer des faux problèmes que notre cerveau nous cache. De s'imaginer des faux problèmes qui sont cachés dans l'ombre intérieure. Et ça aussi, j'en parle dans la formation parce que c'est super important de ne pas tomber dans ce piège quand on est intéressé par le travail interne et l'approche thérapeutique. Et il y a plein de gens qui entrent dans une démarche thérapeutique et qui tombent dans ce piège. En fait, les gens ont tendance à tomber soit dans un piège, soit dans l'autre. Soit ils sont trop coupés de leurs émotions pour les considérer objectivement, soit ils sont trop obsédés par leurs émotions pour les considérer objectivement. Bref, sur ce, je vous invite à rejoindre la formation si vous ne l'avez pas déjà fait, et sinon, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Ciao.